Bien, écoutez, chers camarades, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première table ronde de la rentrée de l'université de rentrée du Parti socialiste à Paris. Le thème de notre première table ronde, je le rappelle, c'est la montée des populismes, comment l'Europe doit être appropriée. Pour répondre à cette question et pour éclairer notre réflexion, la Fédération de Paris a fait appel à un panel d'élus, de spécialistes politiques de la question. Je vais les présenter tout à l'heure. C'est des élus qui sont sur le terrain, au contact du populisme partout, dans leurs communes et au Parlement européen, bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Charles Merger, je suis premier adjoint, adjoint à la première secrétaire fédérale de la Fédération de Paris. Je vais avoir l'honneur d'animer cette table ronde pendant 1 heure avec vous et nos invités. Je vais rappeler les règles et le timing pour cette table ronde. Donc, une présentation de nos invités, des interventions de 5-7 minutes par intervenant pour exposer un peu leur approche de la problématique des populismes. Et puis ensuite, pour que le débat soit le plus dynamique possible, une première séance de questions-réponses avec la salle, les réponses de nos intervenants. Alors s'il vous plaît, préparez vos questions d'1 minute, 1 minute chacune, pour que chacun puisse poser ses questions et surtout qu'on ait un temps de réponse satisfaisant. Et puis on fera une deuxième salle de questions-réponses si le temps nous le permet. Alors avant cela, je vais commencer évidemment par présenter nos intervenants. Nous avons avec nous aujourd'hui à cette université de rentrée Ana Jaboul du Parti socialiste ouvrier espagnol. On peut l'applaudir. Ana, tu es aujourd'hui secrétaire de la politique internationale et de la coopération au développement du PSOE. Tu es par ailleurs docteur en relations internationales, vice-présidente de l'International Socialiste, bras droit de Pedro Sanchez à la tête de l'International Socialiste, et tu travailles concrètement à la mise en mouvement d'une dynamique des socialistes européens. Tu es par ailleurs universitaire et professeur à l'Université de Madrid. Précédemment, tu étais secrétaire d'État aux migrations sous le gouvernement Sanchez II. Nous accueillons également pour cette table ronde Nora Mebarek, députée européenne socialiste. Nora, qui est notre chef de délégation socialiste au Parlement européen, vice-présidente de la Commission du développement régional, et qui vit quasiment au quotidien, au niveau européen, la confrontation avec les populistes, notamment au Parlement européen, avec le groupe socialiste et démocrate. Tu as été également élu de la ville d'Arles, avec également les confrontations populistes très importantes, et une dynamique, une poussée populiste très forte dans ce territoire. Tu nous en parleras. Nous accueillons également Jean-Marc Germain, qui est vice-président du groupe socialiste au Conseil régional de France. Jean-Marc, tu es membre du comité de pilotage de la Convention Europe du Parti socialiste. Tu es économiste également, et précédemment secrétaire national du Parti socialiste aux relations internationales. Donc double casquette, économiste et politique, qui sera éclairante, je pense, pour ce débat. Et puis enfin, nous avons avec nous Anne Souiris, qui est adjointe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, en charge des questions de santé, et qui s'intéresse beaucoup à la question du fédéralisme en Europe et de ses bénéfices possibles pour la représentativité démocratique. Alors avant de passer la parole à nos intervenants, je vais faire une petite introduction sur ce sujet, donc montée des populismes, comment l'Europe doit être un bouclier. D'abord, évidemment, tout le monde a en tête le fait que le populisme, l'extrême droite en particulier, a toujours existé en Europe. Entre deux guerres en particulier, nous avions les ligues en France, en Allemagne, le développement du populisme dans les années 30 et 40 qui s'est terminé comme on le sait, en Italie, le fascisme, en Espagne, le franquisme. Ce populisme, cette extrême droite se redéveloppe aujourd'hui en Europe depuis une vingtaine d'années, avec la particularité d'avoir un discours qui sape les fondements démocratiques et de solidarité en Europe. Alors, la résurgence du populisme,
de l'extrême droite, elle est partout. Elle est en France, nous avons été malheureusement précurseurs depuis une trentaine d'années avec le Front National, le Rassemblement National. On a un enracinement des concepts populistes. Aujourd'hui, en France, vous avez 37% des Français qui se disent climato-sceptiques. C'est des chiffres de la Fondation Jean Jaurès. Ça montre cet enracinement petit à petit du populisme dans notre pays. En Italie, il y a la poussée de Fratelli d'Italia, avec Giorgia Meloni évidemment. En Allemagne, on a eu une tentation d'une gauche nationaliste autour de Sarah Wagenknecht, qui fracture aujourd'hui Die Linke, parallèlement à l'expansion de l'AfD. Nous avons le Flamsbelang en Flandre qui est toujours très vigoureux, des alliances avec l'extrême droite en Grèce. En espagnol, nous avons eu l'expérience Podemos et aujourd'hui une droite qui s'affiche avec l'extrême droite dans un pays qui a connu le franquisme. Voilà, vous le savez, il y a également la Hongrie avec Viktor Orban et aujourd'hui plusieurs pays d'Europe du Nord qui connaissent une poussée du populisme et de l'extrême droite aux Pays-Bas, en Suède ou encore au Danemark. Donc partout, le populisme de gauche, de droite continue sa progression au fil des années. Et tout ça, ça a des conséquences profondes sur l'échiquier politique, en France évidemment, puisque les modèles de gauche radicale qui se sont développés particulièrement en Europe du Sud, n'ont pas réussi et parallèlement, on a une progression de la droite et de l'extrême droite qui continue partout dans tous les pays. De plus, on a les mots et les concepts du populisme, en particulier de l'extrême droite, qui ont perforé la digue républicaine qui existait naguère et qui ont fait disparaître le cordon sanitaire médiatique sur ce sujet. Donc voilà, le populisme a plusieurs origines. Je pense que vous les avez tous en tête. Avant de passer la parole à Anna Jaloul qui va commencer le propos, vous avez en tête les origines du populisme. C'est la réaction à la mondialisation, au capitalisme décomplexé, le sentiment de perte de représentativité dont vous allez parler, j'imagine, l'absence de pilier social en Europe, et l'angoisse de la fracture écologique qui se profile. Donc pour parler de tout ça et de tous ces thèmes très importants et majeurs pour la gauche en Europe, je passe la parole à Anna Jaloul. Alors Anna parle un petit peu français, elle parle surtout espagnol, donc pour que ce soit plus simple pour elle, nous avons un traducteur, Rodio, qui va faire la traduction. Je passe la parole à Anna. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'excuse parce que mon français ce n'est pas très bon, c'est pour ça que je suis traductor ici. Merci beaucoup y pardon. En primer lugar quería dar las gracias al Partido Socialista Francés, que es nuestro partido hermano en la Internacional Socialista y es un gran partido hermano del PSOE. ¿Traduces? Bonjour. Bon, en premier lieu, Madame Jaloul souhaite remercier le Parti Socialiste qui est notre parti frère dans l'Internationale Socialiste et un camarade proche du Parti Socialiste español. Particularmente quería dar las gracias también por la organización del acto a los compañeros y a Jean-Marc. Merci beaucoup, Jean-Marc. Y un gran abrazo y las gracias también particularmente a Ana Hidalgo, la alcaldesa Ana Hidalgo, que apoyó al presidente Pedro Sánchez en la última campaña electoral. Et merci particulièrement à Anne Hidalgo qui a soutenu le président Pedro Sánchez lors de la dernière campagne électorale. Bueno, cuando hablamos del populismo es muy importante dar un marco conceptual de lo que es, porque no siempre se comprende bien. C'est très important quand on parle de populisme de donner un cadre conceptuel parce que parfois l'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Es un término que nace en el siglo XIX entre Rusia y Estados Unidos y que se expande en el siglo pasado en Europa y en América Latina, siempre a caballo entre crisis económicas y sociales. C'est un terme qui apparaît aux États-Unis à la fin du 19e siècle et qui s'étend dans le cadre de l'Europe. Toujours dans des conflits économiques et sociaux. Vale. Hay muchos autores que han observado siempre que el populismo no es solo entre la izquierda y la derecha, es el pueblo contra el establishment. Il y a des auteurs qui ont dit, qui ont postulé que ce n'est pas seulement un conflit entre la gauche et la droite, c'est aussi un conflit du peuple contre l'establishment. Porque indica que algo está fallando en el statu quo. Car ça indique qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le statu quo. Representan muchas iniciativas, representan
muchos deseos que la población quiere, que muchos ciudadanos quieren, apelando a sensaciones y a sentimientos. Le populisme représente de souhaits que le citoyen souhaite en appelant à des sentiments. Y es aquí donde podemos encontrar más inclinación hacia la izquierda o la derecha. Et c'est dans l'application des sentiments où on peut trouver des déclinaisons vers la gauche ou vers la droite selon le mouvement. Cuando se ha hablado de populismo de izquierda, Quand on parle du populisme de gauche, siempre se ha referido a grupos como Podemos y el 11M, on parle, el 15M, perdón, on parle de mouvements comme Podemos et le 15M. Syriza, Sanders o Corbyn. Es un populismo más diádico, significa nosotros contra ellos, nosotros y ellos representan la élite. Syriza, Sanders ou Corbyn, qui représente un populisme diadique, c'est nous contre eux. Distinto a la lucha de clases política, es distinto a la antigua lucha de clases política. Qui est très différent de l'ancienne lutte des classes politiques. Cuando hablamos de populismo de derechas, Quand on parle de populisme de droite, se denomina triádico, es decir, se acusa a una élite de estar en connivencia con un tercero contra los intereses nacionales. on l'appelle un populisme triadique parce qu'on accuse les élites d'être en accord avec le pouvoir et contre le peuple. Y a este tercer grupo se le va a atacar por apoyar derechos LGTBI, el feminismo, por ser migrantes. Et l'on attaque ce troisième stade du fait de soutenir des politiques LGTBI, de soutenir l'immigration, etc. Hay una autora que conocéis bien, Chantal Mouffe, que hablará de un pluralismo antagónico. Chantal Mouffe, une autrice que vous connaissez sûrement très bien, parle du populisme antagonique. Y hay autores que hablan de nacionalismo xenófobo. Et il y a des auteurs qui parlent de nationalisme xénophobe. Esto se sucede en un contexto de mucha desigualdad económica. Cela a lieu dans un contexte d'énormément d'inégalités économiques. El reporte sobre desigualdad, World Inequality Report de 2022, en el que uno de los editores era Piketty, le rapport sur l'inégalité, le World Inequality Report de 2022, dont l'un des auteurs était Thomas Piketty, ya decía que el 50% más pobre de la población solo posee el 2% del total de la riqueza. disait que le 50% le plus pauvre de la population ne détient que 2% de la richesse. Mientras que la riqueza global, el 10% tiene más del 76%. Tandis que le 10% le plus riche détient plus de 76% de la richesse totale. ¿Qué ha pasado ahora? Que el populismo más hiriente es el populismo de derechas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que le populisme le plus violent, agressif, c'est le populisme de droite. Se ha roto en muchos países europeos el cordón sanitario a la derecha. Ce qu'on appelle le cordon sanitaire A la extrema à derecha. l'extrême droite a été cassé dans beaucoup de pays. Más que una ideología, esto se enmarca en un marco discursivo. Plus qu'une idéologie, ça s'encadre dans un cadre discursif changeant, Con líderes clave dentro de cada partido. avec des leaders clés à chaque parti. Y con una derecha que cada vez se diferencia menos de la extrema derecha en Europa. Et avec une droite qu'à chaque fois elle est moins différente, elle se distingue moins de l'extrême droite partout en Europe. Con una derecha, con una extrema derecha, lo sabemos bien en España, que después de las elecciones del 23 de mayo, del 28 de mayo, perdón, avec une droite et une extrême droite, comme on sait bien, après les élections du 28 mai, han negociado cosas como no creer en la violencia de género contra las mujeres. a négocié avec l'extrême droite des pactes ou des alliances avec des politiques telles que éliminer les politiques de violence conjugale contre la femme. Que con una extrema derecha que no cree en el cambio climático.
c'est une extrême droite qui ne croit pas au changement climatique, que es antimigración. qui est anti-migration. En nuestro caso, la extrema derecha como Vox nace en un contexto de confrontación contra Cataluña. En notre cas espagnol, du coup, l'extrême droite qui est Vox apparaît dans un contexte de confrontation contre la Catalogne, Sí, en torno al discurso de la unidad nacional. autour du discours sur l'unité nationale. Si algo ha demostrado la política del presidente Pedro Sánchez es que la paz social se trae con diálogo y no con confrontación. La politique du président Pedro Sánchez a montré que la cohésion nationale se construit à travers du dialogue et pas de la confrontation. ¿Qué ha pasado ahora? Que tenemos líderes como en la Comunidad de Madrid, como la señora Ayuso, Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a des leaders en Espagne, tels que la présidente de la Communauté de Madrid, Madame Ayuso, con un discurso muy populista, avec un discours très que populiste, aunque es de derechas parece de extrema derecha, porque compite con la extrema derecha, que même si elle a des droites, elle a des discours qui se ressemblent à l'extrême droite, car elle se pose en concurrence de l'extrême droite, con un gran problema de gestión, porque el talón de Aquiles de la derecha, la extrema derecha, es la falta de gestión, de la buena gestión. avec un énorme problème de gestion, parce que le problème de la droite et de l'extrême droite, c'est leur capacité de gestion. En la última campaña electoral, la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Lors de la dernière campagne électorale, Madame Ayuso, la présidente de la Communauté de Madrid, hablaba de la banda terrorista ETA como si la banda siguiera actuando hoy en día. parlait de l'organisation terroriste État comme si elle continuait d'exister aujourd'hui, ce qui est faux. ETA desapareció hace 11 años. État est disparu il y a 11 ans. Son capaces de eso. Ils sont capables de faire ça. Ella dijo que íbamos a hacer un pucherazo en las últimas elecciones. Elle a dit qu'on allait, qu'on allait manipuler les élections. Pero ella ganó las elecciones después. Mais elle, ensuite, elle a gagné ces élections qu'elle disait elle-même qu'elle allait Son capaces de cuestionar el sistema político y la democracia. Ils sont capables de mettre en question le système politique de la démocratie. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à cette situation? Yo le comentaba a Jean-Marc, que mi compañero esta mañana, Elle commentait avec Jean-Marc. que a pesar de que en España ahora mismo la economía es una de las mejores de la eurozona, está en más crecimiento que muchos países de la eurozona, Que malgré le fait que l'économie espagnole est en croissance et au-delà de la moyenne de l'eurozone, que tenemos un récord de afiliados a la Seguridad Social, trabajadores de 21 millones, qu'on a un record d'affiliés à la sécurité sociale espagnole de plus de 21 millions, que hemos hecho una reforma laboral y de pensiones progresista que ha traído estabilidad al país, qu'on a fait une réforme laborale du droit de travail et du système des pensions de retraite qui a apporté de la stabilité et de la viabilité à ces pays, pactada con empresarios y con los sindicatos, dans un cadre de pacte avec les patronales et avec les syndicats. el sindical. Con todos estos grandes avances, Avec, ha habido mucha población que votó en las regionales, las elecciones municipales y regionales, a la derecha y a la extrema derecha. malgré tous ces grands progrès, il y a des gens qui ont décidé de soutenir les idées de la droite et de l'extrême droite. ¿Qué hemos hecho nosotros como Partido Socialista? Qu'est-ce que l'on a fait, nous, en tant que Parti socialiste? Después de perder territorios en estas elecciones, Suite à avoir perdu le gouvernement de plusieurs territoires dans ces dernières élections, el presidente Pedro Sánchez convoca elecciones generales al día siguiente. le président Pedro Sánchez, le jour juste après les élections, il décide de convoquer des élections générales. No solo hablando de la gran gestión que ha hecho el gobierno de España Non seulement, en la campaña electoral, parlant pendant la campagne électorale de l'excellente gestion qu'il avait fait, sino dejando, que la gente viera desde unas elecciones a otras la poca capacidad
de hacer medidas de gobierno que tiene la derecha junto con la ultraderecha. Mais aussi pour mettre en évidence le manque de capacité de la droite et l'extrême droite de créer des politiques qui améliorent la vie des gens. ¿Qué ha pasado? Que en las elecciones generales el Partido Socialista ha sacado 1 millón de votos más que en las últimas. Ce qui s'est passé, c'est que le Parti socialiste, dans ces dernières élections, a gagné 1 million de votes par rapport aux élections précédentes. Cambiamos las iniciativas en la campaña. On a changé les initiatives dans la campagne. Hemos ido a todos los públicos, a todas las teles, con los influencers, con los jóvenes. On est allé à tous les publics, à toutes les télévisions, avec les influenceurs, avec les jeunes, demostrando que la última reforma laboral ha traído tanta estabilidad a los jóvenes que pueden tener proyectos de vida y proyectos económicos ligados a la vida de las personas. pour mettre en évidence que la dernière réforme du droit de travail permettait aux jeunes d'avoir des projets de vie et d'avoir des projets personnels qui permettaient de se projeter en avant. La gestión eficaz, la comunicación, la transparencia y la credibilidad. La gestion efficace, la transparence et la crédibilité en tant que pilier du gouvernement. Hemos sabido ver este cambio y la ultraderecha ha perdido en España 20 escaños en las últimas elecciones generales. On a su voir et mettre en œuvre un changement et l'extrême droite a perdu 20 sièges par rapport aux élections précédentes. Yo termino aquí, pero todavía nos queda el paso más importante, que es formar gobierno. Esperemos que Pedro Sánchez siga siendo el presidente y contamos siempre con vuestro apoyo. Muchas gracias. Elle termine ici, mais on espère être en mesure de former un gouvernement et de continuer à mettre en œuvre ce changement. Merci. Merci Anna, merci pour ce témoignage où tu nous montres qu'il y a une voie contre le populisme et qu'on peut lutter et regagner le cœur des électeurs. Je passe la parole maintenant à Nora Mebarek, qui va nous éclairer de son expérience au Parlement européen sur cette question de comment lutter contre les populismes en Europe. Nora. Merci Charles, merci à vous tous. D'abord, on va prendre 2 minutes, je sais que le timing est réduit, mais vous remercier chaleureusement de votre invitation, saluer notre première fédérale, chère Lamia, merci pour cette invitation à Paris. C'est une grande émotion pour moi parce que c'est la première fois, même si j'ai beaucoup travaillé dans un précédent temps quand j'étais première fédérale avec David, dont je salue à la fois l'engagement socialiste et le parti au cœur, toujours prêt à se battre pour que les socialistes soient vainqueurs et au cœur de la gauche, et je t'en remercie pour ça. Et bien sûr saluer Marie-Pierre et Rémi, que je n'ai pas vu encore, mais qui doit être par là, qui se cache. Bravo Rémi. Pourtant tu es en face de moi, et je vous souhaite le meilleur pour dans les quelques jours qui arrivent. Vous dire aussi qu'on a une petite pensée pour les Marocains et les Marocaines dans ce moment. C'est difficile, je sais que l'Espagne est déjà à leur chevet. J'espère que l'Union européenne débloquera dès lundi en plénière à Strasbourg l'aide d'urgence. Et voilà, on a toutes les pensées, et je sais que vous aussi, et peut-être qu'on peut leur transmettre aujourd'hui cette pensée fraternelle. Revenir peut-être sur le propos. Et finalement, Anna, merci, parce que je suis comme toi, je voulais revenir sur l'intitulé de la table ronde, et notamment le populisme en Europe. Hein? Ok, que je ne vous assourdis pas avec la chaleur en plus. Donc, sur le populisme et le mot populisme en Europe. Sur le continent européen, on l'a vu, parce que ce n'était pas un mot français, populisme. Nous, on a eu toujours à cœur, et tu l'as rappelé Charles tout à l'heure, dans mon expérience d'élu local passé sur un territoire qui déjà à l'époque avait beaucoup d'élus locaux d'extrême droite, on appelait ça l'extrême droite. Et depuis 30 ans, depuis 20 ans en Europe, depuis presque 20 ans aujourd'hui en France, le mot s'est banalisé et on dit populiste,
comme si ils étaient garants du peuple et de la parole du peuple, et qu'en face d'eux, il y avait des élites et en opposition des élites corrompues, et pour lesquelles ces deux segments de la société ne pouvaient pas se retrouver. Pourtant, le populisme a une histoire et l'extrême droite a une histoire. Et en France et en Europe, les partis dont tu as rappelé, qui sont aujourd'hui majoritaires en Italie, qui sont déjà au pouvoir en coalition sur d'autres pays européens, qui ont failli arriver en Espagne, sont des partis d'extrême droite, xénophobes, antisémites, racistes et anti-système. Et je crois que la bataille qui est devant nous pour les européennes de 2024, c'est vraiment un projet de société et une confrontation entre le projet de l'extrême droite et le projet finalement des progressistes, des socialistes et de la social-démocratie. Il n'y a plus, je crois, la place à un centre mou qui a été le Parlement européen depuis. Je crois que cette grande coalition qui a été longtemps à la manœuvre autour finalement de l'idée que le centre faisait référence de sérieux n'a plus sa place dans le temps et dans le monde où on est aujourd'hui en Europe. On a eu, vous l'avez dit, Charles l'a rappelé, j'ai l'honneur de présider la délégation aujourd'hui. Je suis rentrée après le Brexit. Déjà, le Brexit aurait dû alerter évidemment l'ensemble des pays européens. Comment un pays qui est membre fondateur de l'Union européenne choisit de sortir sur des fake news avec 17,5 millions d'électeurs sur 44,5 millions d'électeurs. Ils choisissent de sortir pour finalement un projet qui n'a pas lieu d'être, puisqu'aujourd'hui ils veulent y revenir. Et nous devons à chaque fois nous rappeler que les populistes et donc l'extrême droite n'hésitera jamais à avoir des campagnes fallacieuses comme elle a pu l'avoir en Espagne au moment où Pedro Sánchez était accusé de gouverner avec les terroristes. Les régionalistes deviennent des terroristes dans le mot de l'extrême droite. Et à chaque fois, il faut se rappeler que c'est face à nous une montre de certes de fake news, mais qui du coup est très policée. On voit au Parlement européen depuis maintenant 4 ans, malgré l'impact du pacte vert, que le groupe social et démocrate et écologiste aussi, d'ailleurs sur le groupe des Verts, a porté à la connaissance de la Commission, et aujourd'hui on a des textes législatifs qui accompagnent ce de Green Deal, et donc on a à cœur, nous les socialistes et démocrates, à défendre une transition juste. Je crois que c'est l'un des premiers boucliers à la montée de l'extrême droite. Comment personne, aucun Européen ne reste sur le chemin de la transition juste. Il est évident, cet été encore plus, avec les températures qui ont été les nôtres sur ce continent, que le réchauffement climatique est en route, ne s'arrête pas, continuera à tuer personnes dans la Méditerranée, hors Méditerranée d'ailleurs, continuera à tuer des enfants, continuera à tuer des personnes vulnérables, et donc c'est notre première cause, j'allais dire, d'intérêt européen, d'intérêt mondial, que de faire respecter les accords de Paris. Et je souligne d'ailleurs que c'est bien à Paris que ça s'est passé. Troisième chose qui nous est à cœur, c'est que la transition juste, elle ne peut se faire qu'avec des budgets, et donc évidemment on compte sur l'analyse des économistes, dont Jean-Marc, qui a beaucoup travaillé dans le cadre du projet socialiste, je vous rappelle, qui a été voté à l'unanimité du Bureau national et pour lequel vous allez devoir vous exprimer le 5 octobre. Eh bien, on a beaucoup travaillé sur la partie de la recette pour qu'il y ait une fiscalité juste et qu'on puisse retrouver des ressources propres pour aller vers le défi de demain, qui est notre souveraineté, certes, nos valeurs humanistes et en même temps une transition juste. Et je m'en arrêterai là. Et évidemment, je suis ouverte à toutes les questions tout à l'heure. Merci Laura pour ce témoignage. Je passe la parole à Anne. Anne qui va nous parler de son point de vue sur cette question du populisme. Vas-y Anne. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité à cette université. Je crois que c'est la première fois que je viens et je vois que vous êtes nombreux et pourtant c'est la canicule et franchement bravo. Mais félicitations, je vais faire quelque chose comme ça à un moment où on en a besoin. On en a besoin
pas seulement pour les socialistes, mais aussi pour la gauche et les écologistes tout entiers. Un moment où, alors le populisme, je vois qu'il a été défini à beaucoup de reprises, et on peut le revoir, hein, il est né aussi au 19e siècle, à un moment où c'était pas péjoratif, et où c'était regardé par la gauche comme quelque chose de fédérateur. Et j'ai envie de m'appuyer sur ce mot-là, c'est-à-dire que la différence, c'est que maintenant ce populisme, il n'est pas fédérateur, il est séparateur. La manière de voir le peuple, les côtés populaires, la colère populaire s'exprimer, elle est d'attiser ce feu-là au lieu d'essayer de refaire du contrat social. Et je crois que l'Europe, parce qu'on n'a pas énormément quand même assez parlé d'Europe, pas ici on en parle, mais ailleurs et dans la société entière, l'Europe est là pour fédérer, pour refaire du contrat social. Et je crois que si l'Europe peut être un bouclier face au populisme, face à ce facteur séparateur des uns et des autres, eh bien c'est en étant elle-même une fédération et en faisant plus de politique, en faisant plus de protection. Et puis il y a un troisième point essentiel, qui est celui de la démocratie. On a un problème de démocratie en Europe et en France, pas seulement en Europe. Il faut toujours regarder à l'aune de ce qu'on est nous. Quand les gens se sentent impuissants, quand ils n'arrivent plus à agir, eh bien, c'est le moment où on a un facteur séparateur et où on regarde, où il y a un bouc émissaire qui se met en place. Et des partis, en général d'extrême droite, mais parfois pas seulement, mais aussi parfois le centre. On parlait du centre tout à l'heure, et chez Emmanuel Macron, il y a aussi du populisme. Il y a aussi une manière de séparer et de mettre les uns contre les autres. On l'a vu à plusieurs reprises dans ses discours. Donc il faut s'en méfier à tous les endroits et voir comment on peut faire vivre cette démocratie. Par peut-être une France et une Europe la plus fédérale, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose qui est absolument essentielle, c'est la question de l'information. Moi, je suis une ancienne journaliste, hein, j'ai été journaliste pendant beaucoup d'années. Et le journalisme actuellement, la presse est complètement mise à mal. C'était un facteur de reconstruction de notre politique et d'une politique constructive et intégrative après la Deuxième Guerre mondiale, après le nazisme. Il va falloir retrouver un modèle qui permette une information libre. Et pourquoi pas une institution indépendante, européenne, de l'information. Quand je dis indépendante, c'est indépendante, c'est-à-dire faite par des journalistes qui soient financés par le public européen, mais qui soient complètement indépendants, de manière à faire plusieurs choses. De manière d'abord à faire en sorte que la fake news n'ait plus libre cours de manière prééminente et que aussi des gros groupes, des gros lobbies prennent le pouvoir sur l'information et puissent la tordre complètement. J'allais dire, c'est le nerf de cette guerre qui ne doit pas être une guerre, mais qui doit être un nouveau contrat social. Donc j'ai envie de finir là-dessus, parce que je sais que j'ai que 5 minutes, donc je vais m'arrêter, je préférerais en discuter avec vous. Mais en tout cas, merci d'avoir travaillé et de mettre ce sujet au point aujourd'hui. Merci d'être là, et j'espère qu'on va arriver à faire beaucoup de choses ensemble. Merci. Merci Anne. Jean-Marc, à toi la parole. Merci, bonjour à toutes et tous, et puis je voudrais aussi remercier nos invités, et en particulier Anna Jaloul qui a beaucoup d'occupations, qui est une fidèle alliée à l'internationale socialiste. Elle n'a pas eu l'occasion de développer, mais Pedro Sanchez s'est fixé comme mission de fonder ce qu'il a appelé la Casa Grande del Progressismo Mondial. Je n'ai pas besoin de vous traduire ça, mais c'est un élément fondamental, et d'ailleurs tu l'as dit dans ton discours. Si je devais apporter une réponse en un mot à la question qui nous est posée, comment combattre en Europe les populismes, et tu as raison de dire, vous avez raison de dire l'extrême droite, par le socialisme. Et ce que je vais essayer de démontrer dans les 3 ou 4 minutes qui me sont accordées. D'abord, pour vous dire qu'il y a un écho, là, je ne sais pas si on peut l'enlever, mais c'est un peu pénible. Pour vous dire que ma conviction profonde, c'est que les années qui viennent vont être marquées par 2 éléments qui sont d'ailleurs dans nos journaux télévisés tous les soirs. La première, c'est la guerre en Ukraine, qui est bien sûr, il faudra arrêter sur une
une guerre sur le sol européen qui bouleverse le système international, les alliances, le rapport à l'OTAN qui nous a aussi beaucoup occupés dans nos débats au sein de la gauche. La situation en Afrique aussi, vous avez vu que les répercussions des systèmes d'alliance en Europe avec les Russes ou avec les Ukrainiens, y compris déstabilisent le continent africain et la place que pouvait y jouer, le rôle que pouvait y jouer la France. On en discutait avec Anna avant qu'on se rencontre. Et puis la deuxième question fondamentale, en dehors de la guerre et de la géopolitique et de ses conséquences et de ses bouleversements qui sont là pour des années, pour moi c'est la question climatique. C'est-à-dire que pendant les 10, 20 ans, 30 ans qui viennent, l'ensemble des pays du monde, et les pays européens en particulier, vont être confrontés à une évolution des modes de consommation, de production, aux relations entre les femmes et les hommes, à la définition même du progrès qui va bouleverser l'ensemble de nos vies. Et je pense que la question n'est peut-être plus complètement, mais je vais détailler ce point, sur est-ce que la transition écologique va se faire ou pas en Europe. Elle va se faire, mais la question est comment elle va se faire. Je nuance un peu parce que ma conviction est que le champ, à partir de cette question-là, le champ politique, va se structurer en 3 blocs. Un bloc libéral, les macronistes et leurs alliés européens, qui vont chercher au fond à tirer un profit économique, financier, pour les plus aisés de la transition écologique. Je suis économiste, vous l'avez dit, c'est concrètement des relais de croissance. Et d'ailleurs, Engie, par exemple, pour ne citer que ce nom, puisqu'on est entre nous dit c'est super, moi j'ai pour 40, 50 ans, 100 ans de carnet de commandes, parce que toutes les entreprises vont devoir se transformer. Donc, assez bizarrement pour nous, mais les libéraux se sont engouffrés dans la transition écologique et à la limite sont presque plus allants que nous-mêmes, même si évidemment, et je le dis devant Anne Souris en la remerciant d'être là, il faudra continuer à se battre parce que, et ça c'est un peu nouveau, je ne sais pas si vous l'avez vu en France, c'était au cœur de l'été, l'extrême droite a décidé de faire, et tu l'as cité Anna dans ton intervention, du climato-scepticisme, le prochain combat pour gagner des électeurs et pour essayer de remporter des élections partout en France. Et donc, on va avoir une extrême droite qui va se structurer dans le rejet, soit en disant ça n'existe pas, soit en disant c'est des élites, le peuple contre les élites, qui veut faire ça contre vous et qui veut vous conduire à renoncer à tout ce qui fait le plaisir de votre vie quotidienne. Alors à gauche, il y a des gens qui essaient de s'engouffrer là-dedans. Je pense que c'est une erreur parce que ça alimente cette extrême droite et ce populisme d'extrême droite. Et donc la troisième force, les libéraux, l'extrême droite anti-climat, climato-sceptique, il y a le socialisme. Et moi, ma conviction profonde, c'est que comme nous avons été là de manière essentielle à partir de la révolution industrielle, ce moment où les paysans partout dans notre pays, en Europe, sont venus s'installer dans les villes et ont travaillé pour les industries, ont été écrasés par ce qu'on appelait le capital, maintenant on appelle les grands groupes. Il a fallu les socialistes pour faire que ce modèle-là, qui écrasait, qui était la loi du plus fort, celui qui a l'argent et le pouvoir économique, se transforme en un modèle social au bénéfice de tous. Et je crois que sur cette question écologique, nous les socialistes, on a à faire, on appelle faire que la transition écologique soit une transition juste, mais plus largement, et d'ailleurs rejoignant en cela les écologistes, c'est pour ça qu'on s'appelle social-écologiste, faire que cette transition-là sera au bénéfice des femmes et des hommes de notre territoire. Je n'ai pas le temps de parler du projet sur lequel on a beaucoup travaillé avec Nora, et moi je me félicite aussi qu'il y ait cette unanimité des socialistes sur un projet, mais je vous invite juste, pour éclairer ce que je dis, à vous référer à un élément qui n'a jamais existé aussi fortement dans un projet socialiste, c'est le retour du service public en Europe. Cette campagne européenne va beaucoup tourner autour de la question de la maîtrise de l'énergie. Ça doit redevenir un service public et non pas un grand marché. Mais aussi, par exemple, des transports. Il faut que les transports
transports deviennent tout simplement nationaux et qu'on ne demande pas aux Allemands de faire circuler des trains en France, aux Français de circuler des trains en Espagne. Et cette question du service public, qui est au cœur aussi du deuxième moteur de ce qu'est le populisme, en tout cas en France, qui est la désertion des services publics dans les territoires ruraux, va être absolument essentiel. Donc soyons socialistes, fiers d'être socialistes, il y a un avenir pour nous parce qu'il y a un besoin fondamental, et je crois que c'est comme ça, plutôt que d'en parler tous les jours, y penser tous les jours, mais parler tous les jours du socialisme et de ce qu'on peut changer concrètement, comme Pedro Lafez qui lui a permis de regagner et de faire baisser l'extrême droite en Espagne. Merci. Merci pour vos interventions à toutes et tous. On va passer immédiatement à une série de questions-réponses. Voilà, donc vous pouvez vous manifester si vous avez des questions. Alors des questions courtes s'il vous plaît, pour qu'on reste dans les temps, qu'on puisse avoir le temps de répondre. Alors un premier camarade, je vois. Là-bas. Oui, ma question va être très courte. Je pense que le populisme, l'extrême droite, repose sur l'idée de protection de certains des plus défavorisés. Ils veulent les conquérir. Comment est-ce que nous, socialistes, on peut effectivement arriver à retrouver l'idée de la sécurité sociale, le mot est beau, une sécurité pour tous, y compris pour tous les Français, quels qu'ils soient, français ou non d'ailleurs. Voilà. Oui, bonsoir. Bonjour. On voit bien que les populismes de droite sont au seuil du pouvoir en Europe et que les populistes de gauche reculent en Europe, que ce soit en Grèce, en Espagne avec le recul de Podemos. Donc ma question s'adresse aux socialistes français. Comment est-ce qu'on peut concilier à la fois la main tendue que nous avons adressée au chancelier SPD allemand, dans la tribune d'octobre dernier signée par Olivier Faure, Sylvie Andrieux et Christophe Clergeau, je cite, « Nous proposons aux socialistes français de bâtir un nouveau projet européen avec le chancelier allemand. » Donc comment peut-on s'inscrire dans la tradition social-démocrate du PSE, qui est une tradition de compromis, et en même temps, sur le plan national, maintenir une union stratégique, même si nous ne ferons pas liste commune aux européennes, avec une formation populiste de gauche qui prône la conflictualité permanente. Je crois que nous, en tant que socialistes, on doit aussi penser pourquoi on avait raté les problèmes de la reconversion dans les grandes des années 82-83. Je pense qu'il nous faut absolument, si on veut rendre crédible la transition énergétique, créer un droit de la reconversion professionnelle de ceux qui sont les condamnés des transitions écologiques. Ça, je crois que c'est très important et on le fait en France, puisqu'on a la chance, et je participe pour la reconversion des travailleurs de Douvrin, du Pas-de-Calais, vers les batteries. Et je pense qu'il faut le réfléchir partout, sur l'hydrogène, sur y compris l'intelligence artificielle qui va créer des dégâts. Et si on ne crée pas un droit assumé par l'Europe, alors l'extrême droite aura beau jeu de faire valoir les anciens secteurs. 3 questions sur le service public, sur la tradition du PSE et de la stratégie nationale, et puis sur la transition énergétique. Je vais peut-être répondre à l'envers, mais d'abord sur le vote d'extrême droite au Parlement européen. Il y a maintenant 5 ans, nous avons passé des acquis sociaux, des droits sociaux européens. Autour du salaire minimum, l'extrême droite a voté contre. Autour du fonds de transition juste sur quelques départements, dont le Pas-de-Calais ou les Bouches-du-Rhône, pour accompagner les travailleurs vers les métiers décarbonés et les entreprises, du coup, et les entreprises et les travailleurs et les demandeurs d'emploi, l'extrême droite a voté contre.
Pour la garantie jeunesse, l'extrême droite a voté contre. Pour la garantie enfance, l'extrême droite a voté contre. Donc on ne peut pas laisser, et ça fait partie de toute la campagne électorale qui sera devant nous, laisser penser que l'extrême droite a un programme social. L'extrême droite a un programme libéral, c'est marche ou crève. Et marche ou crève si en plus tu n'es pas européen. Donc globalement, c'est le projet de l'extrême droite. Sur la partie de la transition juste, j'en faisais référence tout à l'heure, c'est dans le programme des socialistes, tu le trouveras sur le chapitre 12. Effectivement, nous devons accompagner les demandeurs d'emploi au métier de demain pour permettre notre souveraineté. Jean-Marc l'a dit, guerre en Ukraine fait qu'il va falloir que maintenant on fournisse notre propre énergie et qu'elle soit en plus décarbonée. Ce serait encore mieux que réouvrir les centrales à charbon et faire des nouveaux EPR. On n'est pas pour. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on veut doter le fonds de transition juste. Et donc, il faut retrouver des ressources propres pour avoir un cercle vertueux. Sur le partenariat Allemagne-France, il y a ce qui se fait au niveau national et c'est ce qui se fait au niveau européen. Au niveau national, vous allez rentrer, et on va le voir la semaine prochaine, avec le projet des marchés de l'électricité qui va passer à Strasbourg mardi prochain. Vous verrez que Emmanuel Macron a décidé de théoriser, parce qu'il y avait donc avant c'était Emmanuel Macron contre les Européens, enfin, c'était le pro-européen à lui tout seul, on a vu le résultat, et aujourd'hui ça va être la France contre l'Allemagne. Et donc nous, notre charge à nous, parce que nous voulons avoir une majorité au Parlement européen, mais aussi au Conseil, d'où l'impérieuse nécessité que Pedro Sánchez gagne les élections, d'où l'impérieuse nécessité d'accompagner Olaf Scholz jusqu'à où on peut, parce qu'on a quand même des divergences, et d'où l'important qu'en 2027 la France soit dirigée par la gauche. Alors à ce moment-là, effectivement, on aura eu le cercle vertueux pour pouvoir mettre en place des politiques européennes de protection. Merci Nora, vous voyez, on travaille bien ensemble. Ça peut, quand on est simple militant et qu'on voit quelques peignets qui s'échangent au plan national, mais je vous assure que, en tout cas pour cette question-là, il y a des échanges de fonds qui se font et que vous aurez d'ailleurs plaisir à prolonger dans les sections et les fédérations. Peut-être, pour répondre à la question pied dans le plat, si je puis m'exprimer ainsi, et la reformuler en disant est-ce qu'on peut être social-démocrate en Europe et NUPS en France? C'est un peu ça que tu as voulu dire. Et comme tu l'as dit toi-même, le Parti socialiste a pris une décision très importante, qui est au fond de répondre précisément à cette question-là, qui est de dire si on veut, au fond, que l'Europe non seulement batte les populistes, enfin, les socialistes battent les populistes en Europe, il faut s'appuyer sur cette force magnifique qui est la force des socialistes et des sociodémocrates. On a un magnifique leader en Pedro Sánchez, on en a d'autres partout en Europe, je pense au Portugal, à l'Allemagne bien sûr que tu as cité. Et c'est la raison pour laquelle cette décision que nous partions sur nos propres couleurs, mais fièrement, parce qu'on est socialiste et parce que les socialistes, les social-écologistes, parce que je ne fais pas la différence avec les écologistes dans cette question-là, on a une réponse fondamentale à apporter sur ces bouleversements que tu évoquais, Jean, que vont connaître les femmes et les hommes dans leur vie quotidienne. Tu as évoqué la question du travail. Oui, il va y avoir des transformations, des entreprises, des industries qui vont être essentielles et il faudra non seulement accompagner les femmes et les hommes d'un emploi à un autre, mais que ce soit aussi synonyme de progrès. Ce sera le cas aussi dans la vie quotidienne. On n'a pas parlé d'inflation jusque-là, j'imagine qu'on va en parler. Mais enfin, accepter que le prix du gaz ou de l'énergie puisse doubler et se dire que si ça n'augmente que de 80%, c'est une bonne nouvelle, non. Et ce que nous proposons dans ce texte, c'est de dire on accepte maintenant en Europe comme en France de contrôler les prix. Donc c'est tout à fait cohérent de dire on porte nos couleurs fièrement avec nos amis européens au plan européen et cette décision du Parti socialiste est très importante, mais en même temps que chaque famille à gauche se respecte parce qu'à la fin, si on se dit la gauche c'est 300 le quatrième ou 2 contre 2, à la fin on n'arrivera pas ni dans ce pays, ni d'ailleurs aux élections européennes à marquer des points. Le deuxième élément que tu l'as évoqué, c'est la question de la protection.
difficile pour nous. Parce qu'on a bien vu que c'est le mot des populistes et de l'extrême droite. Mais pour eux, protection, ça veut dire fermer les frontières. Ça veut dire il y a trop d'immigrés. Et c'est ça la solution de protection. Et pour nous, ça veut dire sécurité sociale. Et donc, les socialistes, et moi j'ai compris ça de ce que nous a dit Anna sur le succès de Pedro Sanchez, qui quand même a réuni 30% des voix des Espagnols après 5 ans de gouvernement dans des conditions extrêmement difficiles. C'est aussi parce qu'il a su concilier cette force des idées socialistes. D'ailleurs, en Espagne, on n'a pas de honte à se dire socialiste. On n'essaie pas de trouver des synonymes social, même pas social-écologique d'ailleurs, mais socialiste. Mais aussi, tu as cité le mot, la crédibilité, parce qu'à la fin, les gens, ils savent, et c'est là où on peut différencier, y compris aux populistes, si ce qu'on fait va transformer la vie réellement, ou si c'est des faux semblants, parce que chacun sait que si on ferme les frontières, ça ne réglera rien à personne. Mais ce que je voulais dire sur ce point-là, rebondissant sur cette intervention, c'est que nous, on a quelque chose à incarner en plus que cette idée de protection, ou cette idée de sécurité sociale, ou cette idée de sécurité sociale écologique, que maintenant on porte aussi ensemble, c'est qu'on doit incarner du mouvement, on doit incarner de l'espoir, on doit incarner cette idée tout simple, c'est que demain la vie sera meilleure qu'aujourd'hui. C'est pas simplement des contraintes d'écologie, c'est aussi un plaisir de vivre différemment avec des rapports entre nous différents. Et si on est capable de porter ça, alors oui, on remportera des élections européennes ou nationales, mais si on est simplement dans la protection, dans la conversion, alors nos mots seront utilisés par d'autres pour marquer des points. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Jean-Marc. Je veux bien dire un petit mot sur les questions de protection et de protection sociale, parce que effectivement, ce terme-là, on se dit, la protection, c'est forcément plus on est petit, plus on est fort. La réalité, par exemple, je vais vous donner un exemple sur la question de l'industrie pharmaceutique, puisque vous savez, j'étais adjointe à la santé, je suis adjointe à la santé depuis notamment le Covid, hein, donc j'ai vu pas mal de choses se passer. Et sur la question du lobby pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, on voit l'organisation des pénuries se faire année après année, avec une situation où on a une augmentation des prix de fait et où l'État est étranglé, où la protection sociale française est étranglée par ce type de démarche internationale. Et l'idée d'avoir un service public européen de l'industrie pharmaceutique, et bien si on avait une industrie pharmaceutique européenne, et bien peut-être que nous pourrions beaucoup mieux et certainement nous protéger en France, alors qu'avec notre système petit actuel, on n'y arrive plus à se protéger par rapport à l'international. Donc je donne cet exemple parce que je crois qu'il faut être extrêmement concret et que souvent le problème qu'on a, que vous soyez socialiste, que nous soyons écologistes, que nous soyons ensemble, c'est d'être trop abstrait sur ces questions-là, et il faut regarder les choses, et les gens ne peuvent plus actuellement acheter des médicaments qui leur permettent de vivre, et en particulier s'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Donc on voit bien, et avec la franchise médicale en plus qui va augmenter, cette inégalité augmente justement à cause de ces pénuries, puisque les laboratoires font augmenter leurs tarifs pour contrevenir. Donc je pense que ça doit faire partie de nos projets communs. Pour lutter contre le populisme, mais aussi pour avoir des perspectives, parce que ce n'est pas seulement contre l'extrême droite et le populisme que nous devons lutter, c'est vraiment pour avoir aussi un autre avenir. Ce n'est pas de la protection à l'ancienne, c'est vraiment quelque chose de nouveau que nous devons inventer par rapport à la situation moderne, par rapport à l'IA dont monsieur parlait tout à l'heure. C'est pas simplement en disant non et en bridant, c'est justement par exemple en travaillant sur une organisation de presse internationale, en la finançant, en lui permettant à chaque citoyen de pouvoir construire sa conscience et de pouvoir lutter contre les équipes. Bueno, voy a decir las últimas palabras, pero se habla mucho de protección, se ha preguntado mucho de protección social. Je vais faire le dernier mot, et du coup, on va parler beaucoup de protection sociale. En un contexto en el que el año que viene hay elecciones europeas. Dans un contexte où l'année prochaine, il y a des élections européennes.
No nos olvidemos del euroescepticismo de los movimientos de extrema derecha que ha mencionado Jean-Marc. N'oublions pas l'euroscepticisme des mouvements d'extrême droite, comme Jean-Marc a mentionné. Y yo creo que los ciudadanos serán capaces de ver todo lo que va a pasar con los gobiernos de la extrema derecha en las regiones en España. Et je pense que les électeurs seront en mesure de voir tout ce qui va se passer avec le gouvernement d'extrême droite dans les régions d'Espagne. La gestión del gobierno de Meloni en Italia. La gestion du gouvernement Meloni en Italie. O en Hungría. O en Hongrie. O en Finlandia. O en Finlande. Donde todos los grandes avances de nuestro partido hermano del SDP se están echando atrás. Où tous les progrès de notre parti frère, le SDP, sont en train de revenir en arrière. Tenemos que gestionar bien las frustraciones generadas por la desigualdad. On doit gérer efficacement les frustrations générées par l'inégalité. Gestionar la conexión entre sociedad civil e instituciones políticas y democráticas. Gérer les connexions entre la société civile et les institutions politiques et démocratiques. Gestionar la comunicación con credibilidad y transparencia. Gérer la communication avec crédibilité et transparence. La educación como método inclusivo contra los estereotipos. L'éducation en tant que méthode contre les stéréotypes. Y sobre todo, y muy importante, tener proyectos económicos que permitan la independencia personal. Et surtout, et très important, avoir des projets économiques qui permettent l'indépendance et la réalisation personnelle. Y profesional. Et professionnelle. Con la última reforma laboral, avec la dernière réforme des droits du travail, 5 de cada 3 jóvenes en España ya tienen un contrato indefinido. 3 de chaque 5 jeunes en Espagne ont déjà un contrat, un CDI. ¿Qué significa? Que pueden pedir un crédito al banco. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils peuvent demander un crédit dans son banque. Que pueden comprarse una casa. Ils peuvent acheter une maison. Que pueden tener un proyecto de vida. Ils peuvent avoir un projet de vie. Es aquí donde estamos los socialdemócratas. C'est là où nous sommes les socialdémocrates. Francia es un gran país con un gran partido socialista. La France est un grand pays avec un grand parti Siempre a la socialiste. vanguardia de las grandes reformas. Toujours à l'avant-garde des grandes réformes. Y sé que vamos a ganar muchos escaños en las próximas elecciones juntos en Europa. Et je sais qu'on va gagner beaucoup de sièges aux élections européennes ensemble en Europe. Ánimo, somos socialistas y podemos con todo. Bon courage, les socialistes, on peut tout. Merci beaucoup. Juste avant que Gilles ne conclue, j'ai oublié de le dire dans mon intervention, mais il y a un livre extrêmement important qui vient de sortir de Thomas Piketty et Julia Cagé, qui renvoie aussi à ce qu'on dit et qui analyse sur plusieurs siècles, mais qui délivre au fond un message assez optimiste pour nous les socialistes, c'est que les élections, d'une manière assez générale, se sont faites sur la question sociale et les questions identitaires ont toujours été résiduelles. Donc, soyons fiers de porter cette question-là, soyons forts, soyons concrets, soyons aussi porteurs de progrès et d'émancipation individuelle, c'est ce que je voulais dire en réponse à ta question, mais faisons aussi la publicité de ce type d'ouvrage intellectuel face à une souris parlait tout à l'heure de la presse qui essaye d'ordonner le débat public national, et bien d'avoir des travaux scientifiques qui disent en fait c'est pas la question identitaire qui taraude les Français, mais c'est d'abord la question sociale, est un élément d'optimisme important, et on doit aussi gagner cette bataille culturelle de ce qui préoccupe vraiment les Français. Écoutez, merci à toutes et à tous pour cette table ronde. On arrive au terme de ce débat. Donc, c'est la question populiste est une question centrale pour la gauche européenne. On l'a entendu tout au long de cette heure qui s'est passée, la reconnexion avec les populations, la bataille culturelle à mener avec l'affirmation de nos convictions, de notre identité. C'est ce qu'a évoqué Anna et la formule qui a fonctionné en Espagne. Voilà, ça reste la lutte contre les populismes reste un combat de tous les jours par les élus et par tous ceux qui portent les valeurs progressistes. Je remercie à nouveau nos intervenants pour leur venue ici à la Fédération de Paris et je vais passer la parole pour la prochaine table ronde. Merci à toutes et à tous.